Et bienvenue ici dans notre petite maison. C'est sûr que pour nous, on a décidé de faire des projets de rêve, mais on n'a aucun financement gouvernemental, alors on a besoin de faire des choses un peu autrement. Et la situation, c'est qu'on a fait vraiment un grand thème d'idéation avec notre équipe de regarder la façon, est-ce qu'on veut être une coop, est-ce qu'on veut être une OBNL, parce que quand même, on travaille dans le social. Mais la situation, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour toutes les choses qu'on a besoin de faire à Montréal, dans le monde. Alors pour nous, on a dit que si on devient un OBNL, on va faire la compétition des autres grands projets qui sont très importants. Alors est-ce qu'il y a une façon qu'on peut utiliser le privé pour faire développer les fins sociales? Alors vraiment, c'était un de nos défis dans la compagnie. Et je travaille déjà dans cette compagnie pour les derniers 25 ans. Au début, c'était un rêve pour faire améliorer l'immobilier à Montréal. Mais maintenant, je vais dire, on a travaillé un peu fort et on a quelques réussites déjà. Alors, pour commencer, alors là, c'est sûr que je suis un grand fan de Véronique et elle a parlé vraiment de tout notre parcours. Et oui, j'étais travailleuse sociale. On est la certification B Corp. Alors, je demande toujours la question à l'audience. Qui savent c'est quoi une B Corp? OK, plus en plus. C'est parfait parce qu'au début, vraiment, il n'y a personne qui savait. Alors, dans l'immobilier, il y a des certifications des buildings, right? Et la problématique, c'est que pour moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, la situation, c'est que on parle vraiment d'efficacité d'énergie, mais on ne parle pas de récupération des anciens immeubles. Et pour nous, tout notre portfolio à ce date-là, ici, c'est des projets en immobilier qui étaient conçus il y a plus que 100 ans. Alors, les façons que les buildings étaient conçus il y a longtemps, ce n'est pas la même façon qu'aujourd'hui. Alors, les certifications qui viennent pour les nouveaux buildings, c'est bien pour le nouveau construction, mais pour les anciennes, c'est vraiment pas fait à lien avec nos valeurs. Alors, on a décidé de devenir une B Corp, qui est une certification qui est maintenant plus que 12 ans, je pense. Chaque 2 ans, vous devrez être recertifié. C'est quand même assez lourd de devenir une B Corp et de rester une B Corp parce que ça change chaque fois que vous faites votre recertification. Mais on voulait avoir une certification de notre compagnie au lieu de juste nos buildings. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire chaque travail qu'on fait, chaque immeuble, on devrait avoir les mêmes philosophies. Vous pouvez avoir une compagnie en immobilier qui a une building qui a une certification, mais le reste, il pourrait avoir des différents types de systèmes. Nous, on voulait avoir que c'est top-down, bottom-up, pour vraiment faire prouver qu'on est là pour le long terme. Alors là, on parle de People, Profit, Planet. En français, ça traduit moins belle, on va dire. Personne, planète et profit. C'est-à-dire que chaque fois on fait une décision, n'importe quel building, quel marketing, quel projet qu'on fait, que les 3 décisions sont faites en même temps. C'est pas qu'on fait le profit, on fait une fondation, puis après ça, on donne l'argent philanthropie. On a besoin d'avoir que tous nos produits devraient avoir les mêmes valeurs tout autour. Alors là, on a commencé de travailler avec la Fondation McConnell dans ce projet-là, mais aussi, c'était eux qui ont vraiment nous poussé d'être une B Corp parce que j'étais pas au courant c'était quoi le B Corp. Dans l'immobilier, on parle pas de B Corp habituellement, maintenant plus en plus. Mais avec ça, on a eu la belle occasion de travailler avec l'Université Harvard parce qu'eux, ils travaillent déjà avec la Fondation McConnell. Et là, dans le département en santé publique, on a regardé la façon comment est-ce que l'immobilier traditionnel était fait et comment nous, on le fait. Alors là, dans le traditionnel modèle de l'immobilier, il y a un grand règlement. En anglais, on dit location, location, location. En français, c'est l'emplacement. Alors ça, c'est la numéro 1 règle d'immobilier pour faire le développement. La situation, c'est que aussi, ils regardent la valeur, si c'est soit court terme ou long terme, combien d'argent j'ai besoin de mettre, quand est-ce que je peux le sortir. C'est sûr que les décisions qu'on fait, ça change vraiment au sujet de quel type d'échéance vous voulez avoir pour faire votre traitement de l'argent. La taille du projet, c'est aussi important. Il y a plein de promoteurs qui ne veulent pas faire des petits projets parce que ça prend trop de temps, trop de difficultés. Alors, ils vont avoir les grands projets. Alors, c'est quoi qui reste avec les petits projets qui vont être laissés tomber à la côté? C'est sûr que le système de zonage, on peut faire une conférence
au complet sur le zonage. La situation, c'est que la plupart des zonages en Amérique du Nord, c'était vraiment fait par Henry Ford, qui a fait la construction des autos. Okay? Alors, la situation, c'est qu'on a besoin de vraiment regarder que le Live, Work, Play, Learn, que tout le monde parle maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait il y a 100 ans. La situation, c'est qu'au fur et à mesure, le système de changement de zonage a vraiment changé, qu'ici, on va faire notre étude, là, on va faire notre épicerie, là, on travaille et là, on habite. Mais on a besoin d'avoir un auto pour faire tout. Alors là, quand un promoteur regarde un site, ils vont regarder le type de zonage et ils vont regarder est-ce que ça va être facile ou difficile à faire changer de zonage pour le nouveau usage. Si c'est trop difficile, habituellement, ils vont passer. Mais c'est quoi qui reste avec ces projets-là? En anglais, encore une fois, ça s'appelle Highest and Best Use. Il y a des évaluateurs qui vont venir et regarder la requalification des anciens immeubles ou un nouvel type d'immeuble. Habituellement, leur réponse, c'est des condos de haut de gamme. Right? Alors, la problématique, si les évaluateurs vont toujours dire que le highest and best use, c'est des condos, qui va construire les écoles, les centres communautaires, qu'il n'y a pas l'argent gouvernemental pour faire tout pour tout le monde? Alors, c'est qui a la responsabilité de construire des choses autres que highest and best use? Mais highest and best use pour qui? Pour les actionnaires, pour la communauté, pour les êtres humains. La situation, habituellement, c'est les personnes qui ont des fonds. L'argent parle plus que la communauté autour. Les hauteurs et les densités, c'est sûr, ça c'est un autre grand projet qu'on peut discuter. Avec toutes ces règles je m'excuse, vous pouvez voir, vous voulez non, vous êtes correct. Alors là, on a tous ces règlements-là, on fait notre projet, et là, on commence, après ça, qu'on a notre idée de ce projet-là, d'avoir le concept d'architecture, les consultants qui sont embauchés en développement durable, n'importe quoi. On regarde notre approbation réglementaire, on embauche des urbanistes pour regarder c'est quoi qu'on pourrait avoir pour un système de changement de zonage. On a les consultations publiques, mais à la fin de le processus d'un projet, qui est un peu tard parce que les développeurs ont fait tellement de travail pour leur projet et après ça, ils n'ont pas consulté la communauté autour. Et là, la communauté dit « Non, je ne suis pas contente parce que vous n'avez pas m'impliqué, mais c'est le processus elle-même qui a une problématique. Parce que si on peut renverser ça et avoir les personnes au début du processus, c'est sûr c'est plus intéressant. Après que vous avez toute cette démarche-là, vous pouvez changer un peu le projet, right? Ça devrait être plus haut, plus bas, je peux changer de toit, non, je ne peux pas. Mais le grand roi dans tout ça, c'est le return on investment, right? Alors, la situation, si que les promoteurs ne peuvent pas faire de l'argent sur ce projet-là, ils vont laisser tomber le projet. Ils ne vont pas continuer à avancer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des bailleurs de fonds. Et là, ils vont regarder un type de pourcentage. Si vous n'êtes pas à la hauteur de ces pourcentages-là, ils vont laisser tomber le projet. Alors, on a besoin de recommencer encore le processus. Le problème, c'est qu'on a les impacts sur le long terme parce qu'on pense à court terme. Alors là, vous pouvez voir beaucoup de nouveaux projets qui sont mal faits, mal construits, parce qu'on regarde la rentabilité. Après 10 ans, quand il y a quelqu'un qui achète un condo, c'est là qu'on commence à regarder le système de toiture, la fenestration. On a besoin de commencer de changer tout ça. Mais les fenêtres, ils ne sont pas recyclables parce que c'est les thermopanes. Il n'y a pas de façon de recycler ce type de matériel-là. Et en plus, les acheteurs ont regardé qu'ils ont une équité positive après 10 ans de payer un peu plus de leur hypothèque, mais ils ont besoin de commencer à réinvestir dans les édifices. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de leur équité dans leur poche à la fin de l'année? Alors, nous, on a regardé ça comme des effets secondaires de le processus de la traitement d'immobilier. Le problème, c'est qu'on a des stratégies à court terme parce qu'on veut réduire nos risques, c'est-à-dire les promoteurs, right? Alors là, on va regarder même les fenêtres qui ont une garantie de 10 ans, mais après ça, on n'est plus là. Alors, c'est quoi qui arrive avec les personnes qui ont acheté à l'année 11? La situation, ça va être un peu difficile parce qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder des choses autrement. Ici, dans cet immeuble-là, les murs étaient construits dans 1861. La situation, c'est que les ouvriers qui sont venus pour faire creuser le canal à Chine ont pris des roches et ont construit l'église. On sait ça parce qu'on a fait une collaboration avec l'Université de McGill qui ont regardé l'ancienne historique et les matériels de ce type d'édifice. Alors là, si on parle aujourd'hui de l'économie circulaire,
il y a longtemps qu'on a déjà eu cette philosophie. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a oublié. Alors là, on regarde que les effets secondaires, c'est le problème de nos profits immédiats qu'on cherche. Alors là, on a des problèmes de déchets, on a des problèmes de responsabilité limitée sur les constructeurs à long terme, on a des problèmes de quartiers qui ne sont pas intégrés, mais on peut continuer et si vous voulez, vous pouvez avoir une copie de cette présentation. Alors là, on parle un peu différente. Le mot « entreprise », c'est sûr qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile pour faire la définition, mais il y a deux différents thèmes de ce mot. Un, c'est quelque chose qu'on veut faire le profit avec, right? On entremis de faire quelque chose pour avoir le business. Mais il y a un deuxième thème de ce mot-là, et c'est que c'est un peu difficile. On entreprend quelque chose qui est difficile, qui n'est pas déjà fait, qu'en innovation, c'est sûr qu'on travaille plus fort pour faire des choses autrement. Si on peut regarder aussi qu'on peut redéfinir le mot « communauté ». Quand on parle de la communauté, habituellement à Québec, on regarde, c'est les OBNL, c'est les coops, c'est des personnes qui ne sont pas dans le même niveau économique que peut-être les plus riches à Montréal. La situation, c'est qu'une communauté, ça prend tout le monde. Tous les niveaux économiques, on a besoin, quand vous regardez une ville en santé, c'est que les trois niveaux, si on dit les trois niveaux économiques, ils vivent ensemble. Si on regarde que les PME travaillent avec les grandes compagnies, c'est sûr que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Mais habituellement, le business est mis à part. Ça, ce n'est pas communauté. Mais quand les OBNL ont besoin d'argent, ils vont appeler les grands business pour faire une donation. Pourquoi pas commencer à regarder qu'une communauté, ça prend tout le monde? Les riches, les pauvres, les belles, les bêtes, n'importe quoi, on a besoin de redéfinir qu'on a besoin de construire notre ville ensemble. Alors, le problème, c'est qu'on a des relations qui sont vraiment très en silo. On regarde les personnes on a comme une définition. Le problème pour moi, la définition, est-ce que je suis dans le social parce que je suis un travailleur social? Est-ce que je suis dans le business parce que je travaille pour faire le profit? Alors, le problème, c'est que quand on fait trop de définitions, il y a des personnes qui tombent dans les créneaux de c'est quoi qui est possible. Si nous, on a aussi une définition pour nous-mêmes, on va faire notre démarche dans notre vie, soit le travail ou la famille ou whatever, avec ces définitions-là. Si on peut regarder la communauté qu'on a besoin de travailler ensemble, peut-être ça va changer les personnes. Alors là, il y a un grand film, il y a longtemps en anglais, qui s'appelle The Unusual Suspects, que j'adore jouer avec ça. Alors, quand on parle de habituellement traditionnel immobilier, on a des investisseurs privés, on a les administrateurs publics et gouvernementaux qu'on a besoin de travailler avec, on a des consultants et on a des résidences, mais surtout celle-là qui chiale le plus. Right? Ça, c'est la situation que la plupart de l'immobilier, on a besoin de regarder. Mais c'est quoi qui arrive si vous ajoutez quelque chose dans la mixture de ça? Si on commence de travailler avec les universités, on a les relations maintenant avec 4 différentes universités pour leur projet type de recherche et développement. On travaille avec des fondations, j'ai parlé de la fondation McConnell. On travaille avec des startups parce qu'eux, ils ont beaucoup de bonnes idées. Je m'excuse. Dans tous nos édifices, on a des artistes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont très créatifs. Mais on a besoin, les business, d'être plus créatifs. On a besoin que les artistes soient plus business. Right? Dans les façons de travailler ensemble, ça pourrait avoir un différent type de communauté récoltée. Alors là, c'est quoi qu'on fait? Pour terminer un peu, on pourrait le faire nommer le développement durable social Borough et tous les gros promoteurs immobiliers ne vont pas m'écouter. Right? Alors là, on a décidé qu'on veut avoir un autre terme, en anglais encore, parce que ça ne traduit pas. On a nommé ce type de développement Yield Development. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a une façon... Alors, oublie ça, il y a la section, je vais revenir. Yield, en anglais, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire un profit, right? Mais l'autre définition de yield, c'est qu'on a besoin de prendre un peu plus de la place pour les autres personnes de faire les décisions dans notre compagnie. Parfois, quand on regarde nos projets, on ne sait pas exactement c'est quoi qu'on a besoin de faire. Quand Véronique et moi, on se croisait là, il y a beaucoup des années, pour faire ce projet-là, je n'étais pas au courant c'est quoi que je voulais faire avec cet immeuble-là. Ce n'est pas un édifice typique pour moi, c'est sûr et certain. Alors, si on retourne, parce que je ne sais pas comment recliquer, alors on va commencer ici. C'est sûr que pour nous, notre développement, ça commence un peu l'envers de tous les autres.
Pour nous, on commence avec une vision à long terme. Pourquoi? J'ai 2 filles. Je veux jamais qu'un jour, il y ait quelqu'un qui va y aller à mes filles et dire « Your mother, she screwed this up. Hein? » Alors là, c'est sûr que pour moi, je vais avoir une fierté de mon travail que même si je ne suis pas ici, que j'ai fait quelque chose à long terme pour la communauté. Alors là, pour moi, on regarde aussi les parties prenantes qui sont différentes que juste mes actionnaires. Mes actionnaires, c'est très important. Mes banquiers, très important parce que sans eux, je ne peux pas faire rien. Mais quand même, est-ce que les personnes qui sont les usagers de mes places, les locataires, les OBNL, les artistes ou whatever, c'est là qu'ils devraient avoir un différent type d'analyse. On parle aussi d'une analyse de vie, right? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de regarder les types de matériel qu'on choisit pour nos immeubles? Alors, exemple, le plancher ici, c'est fait des pneus recyclés. Vous ne pouvez pas savoir. Right? Parce que c'est juste une chose grise quand même. Mais c'est important de regarder comment est-ce qu'on peut utiliser les matériels dans une façon plus durable et qu'on regarde le cycle de vie des types de matériel. On regarde les usages mixtes. C'est sûr que c'est très en mode, mais la situation, c'est que pour nous, l'usage mixte, ça réduit l'effet financier sur nos projets. Si on a beaucoup des différents types d'acteurs qui utilisent nos types de produits, je peux changer beaucoup quand il y a une économie qui commence à descendre. J'ai plusieurs acteurs qui peuvent utiliser mes édifices. Si je vais faire ancrer strictement sur une section et il y a un problème économique de ce secteur, économique, je vais avoir des problèmes de rentabiliser mes projets. Alors pour moi aussi, c'est l'implication publique. On fait beaucoup de séances comme ça. Pourquoi? Parce que c'est important de parler. Même si vous n'êtes pas en immobilier, si vous pouvez prendre ces concepts-là et les amener dans des différents types de business, on peut déjà avoir un contact qui est plus important. Alors là, au début, on commence avec le projet, mais le raison d'être. C'est très important d'avoir le purpose d'un projet, de regarder pourquoi on fait quelque chose. On veut sauver l'Église, pourquoi? Parce qu'il faut. Sinon, si ce n'était pas nous, ça va tomber. 8 ans, cet immeuble-là était complètement pas utilisé, c'est-à-dire on n'a pas utilisé ça dans une façon de réaménager le toit. C'est sûr, il y a des usages transitoires qui étaient faits à l'intérieur, mais il n'y a pas d'investissement qui a été fait pour amener cet immeuble-là dans une qualification normale, bien santé. Alors là, si on commence avec tout ça, le va-et-vient de nos projets, ça devient de la première section de notre processus. Alors, ce n'est pas déjà trop tard d'impliquer la communauté autour. On commence à discuter avec les résidents, les OBNL, les résidents qui chialent, mais aussi les résidents qui ne chialent pas. Parce qu'il y a beaucoup de façons de les amener et avoir leurs idées, mais il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas à les consultations publiques à la fin, mais ont des bonnes idées. Alors, pourquoi pas les impliquer au début? Dans nos édifices, exemple, le complexe Dom Park, on a une garderie, on a un resto, on a les toits utilisés pour les terrasses et tout. On a maintenant un nouveau parc pour les chiens même. Ce n'est pas mes idées, c'est les idées de mes clients qui ont demandé pour des choses et j'ai trouvé des façons de le faire. Je suis très innovatrice parce que je suis à l'écoute de mes clients. Alors, ce n'est pas parce que j'ai une tête très grande. La situation, c'est qu'on a une ouverture de faire des choses autrement. Mais avec le résultat de tout ça, on a une ville qui est adaptable, flexible, piétonnier, à l'échelle humaine, toutes les choses que vous connaissez déjà, parce qu'on a décidé au début que ça, c'est notre raison d'être. Alors, c'est complètement différent, la façon de faire. Est-ce qu'on est capable de faire l'argent avec tout ça? Mais il n'y a aucune association gouvernementale qui nous donne l'argent. Alors, c'est important que notre modèle d'affaires va supporter le travail qu'on fait à long terme. On est déjà là pour 25 ans. Tous les autres projets qu'on a à Montréal sont remplis à 100%. Alors, la situation, c'est que nous, maintenant, on a un grand défi. On a besoin d'acheter des nouveaux pour que là, on peut livrer avec nos clients, plus que 40% de nos clients faire l'expansion avec nous. Alors, on a le grand défi maintenant de regarder quel projet, pourquoi, c'est quoi notre expansion, comment est-ce qu'on peut faire l'échelle de notre compagnie. Alors, si vous vous souvenez le return on investment, on a parlé au début, c'est quoi qui arrive si on ajoute un H? Return on human investment. Si on regarde une façon d'impliquer les êtres humains, les briques, c'est bien,
Mais c'est quoi qui arrive à l'intérieur des édifices, c'est beaucoup plus important. Il y a un gars qui s'appelle Jan Gehl que j'adore. Jan Gehl, everybody? Cool, parce que habituellement, la plupart des personnes que je parle avec, Jan Gehl, c'est qui? Alors, là, mon livre favori de Jan Gehl, c'est Life Between Buildings. I don't know if you've read that one. Mais la situation, comment est-ce qu'un architecte et urbaniste peut écrire un livre, des choses qui n'ont rien à faire avec lui? Right? Parce que ce n'est pas une building qu'il parle. Il parle de la façon qu'on utilise les espaces publics pour faire attirer les personnes dans les buildings. Alors, pour moi, je pense que c'est très important de souvenir qu'avant et après, c'est quelque chose de complètement différent parce que le processus est différent. Alors, on veut briser les silos, que tous les différents groupes en développement travaillent ensemble. Et pour regarder le salon elle-même, pour conclure, on a commencé avec la raison d'être. La raison d'être de cet immeuble-là était un lieu de rassemblement. OK? C'était fait avec l'Église catholique. Si ça ne fonctionne plus dans une façon économique, est-ce qu'on peut garder cette raison d'être de cet immeuble-là? Alors là, au début de la situation idéation, regarde tous les partenaires qu'on a impliqués au début du processus. Soit les urbanistes de la ville, la fondation, New City Foundation, Jan Gehl, McGill, alors les citoyennes, mais on a regardé que l'environnement est aussi important. Après ça, le système de zonage qui a nous pris 4 ans. Alors, j'espère qu'un jour, ça ne va être pas 4 ans de le faire tout ça. Mais la situation, c'est qu'on avait quand même le processus de conseil de patrimoine, le CCU, les citoyennes, c'est-à-dire le changement de zonage dans la consultation publique. Mais est-ce qu'on est capable aussi de travailler avec les urbanistes qui regardent les best practices autour du monde, pour donner les exemples de les autres églises qui étaient réutilisées? Est-ce qu'on peut commencer de travailler avec les citoyens de Petite-Bourgogne, de savoir c'est quoi qu'eux ils veulent? Est-ce qu'il y a des façons de travailler avec des universités? Et c'est surtout avoir le concept de quartier d'innovation qui est une zone de prototypage. Si on ne peut pas le faire ici à Montréal, on n'a aucune façon de le faire dans une bonne façon à Montréal. Là, le financement, c'était aussi un grand blague, on va dire. Là, ils regardent une façon d'évaluer ce type d'immeuble-là pour le financement, right? Alors là, ils ont dit qu'il n'y avait pas des autres exemples des églises qui étaient transformées en ces usages-là. J'ai dit, regarde que c'est un édifice de 35 000 pieds carrés avec des toitures qui sont très beaux. Right? Parce que la situation, c'est qu'on a besoin d'enlever le stigma, c'est une église, c'est une station de pompiers, c'est une école, whatever. On a besoin de regarder qu'on peut utiliser les buildings autrement. Alors, c'est sûr qu'on a travaillé un peu différent au sujet de financement. Si on regarde la démolition, l'environnement, il y a beaucoup des contracteurs qui sont venus de faire le système air climatisé en haut. Ils voulaient faire les docks dans le milieu de le nef. I'm like... Mais là, alors, la façon qu'on a travaillé avec des plombiers, les whatever, c'était des batailles pour chaque type de discussion parce qu'ils voulaient faire des nouvelles solutions sur un ancien immeuble qui est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors là, même la situation de vente et marketing et fournisseurs, on a besoin de regarder des choses complètement autrement. Alors, ça touche toutes les sections de développement. Pour nous, c'est sûr que c'est très important que les promoteurs immobiliers ne peuvent pas travailler tout seuls. Ils pensent qu'ils pourraient, mais on n'est pas capable. On a besoin de travailler ensemble et pour mobiliser, hein? No, cool? A little bit? OK. I'm just trying to be cool, whatever. C'est mon 3e langue, alors essayez mobiliser, right? Get it? Immobilier? No? All right. En anglais, encore une fois, c'est plus intéressant. On va dire « real estate turns into real estate ». Alors, merci pour votre écoute et on peut jaser un peu ensemble.